Voilà, bienvenue à toutes et tous pour cette deuxième heure d'aujourd'hui dans le cadre de la semaine de l'éco-citoyenneté. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Jourde. Alors, en quelques mots, donc François a enseigné la philosophie au secondaire pendant une vingtaine d'années et il travaille aujourd'hui avec l'Organisation des écoles européennes où il contribue au développement de l'éducation numérique et de l'éducation au développement durable. Et dans ce cadre-là, eh bien, François va nous présenter Green Camp, comme vous le voyez sur l'écran, le cadre européen des compétences en matière de durabilité. Voilà, François, je te laisse la parole. Merci Merci. merci pour ta présence. Merci beaucoup pour l'accueil, Jérôme et Marline, et merci à vous tous et à vous toutes d'être présents aujourd'hui à cette petite présentation. Donc oui, j'ai enseigné la philosophie durant une vingtaine d'années dans le secondaire en France et puis en Belgique. Et j'ai une expertise en éducation numérique. Et pour ce qui concerne l'éducation de développement durable, pas une expertise encore pour moi, c'est nouveau. Donc, je vous demanderai peut-être à ce titre-là d'excuser évidemment, éventuellement certaines imprécisions que je pourrais faire dans mes réponses à vos questions tout à l'heure. Mais c'est un champ que je découvre et qui me passionne à divers titres, qui me passionne parce qu'il y a une urgence et ça a du sens, ça a profondément du sens, mais aussi parce que l'éducation au développement durable ou l'éducation au climat, selon comment on peut l'appeler, mais en tout cas, c'est une éducation qui coche la plupart des cases intéressantes en pédagogie. Et donc, pour des raisons de pédagogie aussi, c'est un champ qui est passionnant pour nous, professionnels, éducateurs. Donc, voici, je vous présente aujourd'hui ce cadre de référence européen. Attendez, je clique sur ce bouton ici. Donc, voilà, je me suis présenté, François Jourde. Vous me retrouverez à travers les médias sociaux ou dans tous les bons sites. Et ça, c'est un petit avatar qui a été dessiné gentiment par un copain belge qui fait de la bande dessinée. C'est moi à l'écran. Voici. Alors, le cadre politique de Green Camp, de ce dont je vais vous parler, c'est un cadre politique européen, parce que c'est un cadre de référentiel de l'Union européenne, donc on est dans le cadre politique de l'Union européenne. Et l'Union européenne, dans ses priorités actuelles, a comme priorité fondamentale le pacte vert pour l'Europe, en anglais le Green Deal, avec une ambition énorme qui est de faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat. Donc, c'est l'ambition annoncée par la Commission européenne, sa présidence actuelle. Et donc, il y a une ambition de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre au moins plus de 50% d'ici à 2030, vous voyez, et puis d'en finir avec ces émissions d'ici à 2050 et d'être alors un continent neutre de ce point de vue-là. Donc, c'est une ambition absolument considérable, mais à la hauteur des enjeux et de l'urgence et de ce que l'on doit à la planète et surtout à la génération qui est là, qui est celle de nos élèves et nos futurs élèves. Donc ça, c'est le pacte vert pour l'Europe de la Commission européenne. Alors ce pacte vert, évidemment, dans l'institution européenne, il a donné lieu à des documents de cadrage. Il y en a qui sont assez intéressants pour nous, éducateurs. Il y a la volonté de faire un espace européen de l'éducation en 2020. Il y a ce document de cadrage très important, c'est des gros documents et des grosses stratégies éducatives de la Commission européenne et de l'Union européenne en général, très importantes qui concernent plein de dimensions de l'éducation, évidemment. Il y a aussi la stratégie européenne en matière de compétences, tout ce qui est la montée en compétences des citoyens, des élèves et des citoyens de l'Union européenne en général. Et puis, il y a aussi ce document important d'une stratégie pour la biodiversité en 2020. Et tous ces documents de cadrage ont tous des volets ou des dimensions portant sur l'éducation, pour une éducation verte. Donc, le pacte vert ouvre évidemment un volet éducatif et le volet de l'éducation verte. On ne dit pas forcément, on remarque si on trouvera cette expression éducation verte aussi dans les textes à quelques occasions. Donc voici le cadre politique très général. Alors il faut savoir qu'en matière d'éducation, il y a un nombre d'éducations vertes, il y a un nombre croissant d'initiatives d'action en Europe, ça pousse vraiment, et je dois dire que les élèves, il y a certains États membres qui s'y sont vraiment mis, et puis il y a des élèves, et les élèves nous poussent vraiment, hein, ça c'est très émouvant et engageant, et ça nous oblige, parce que les élèves viennent nous voir et nous demandent mais qu'est-ce qu'on fait à l'école pour le climat, pour nous mettre en situation d'affronter les problèmes des questions climatiques. Donc, il y a un nombre croissant d'initiatives qui sont faites, mais ça reste encore, c'est très compliqué de changer, hein, il faut changer, bref, en fait, il faut faire un changement de système. Il y a des changements systémiques à faire.
Et les changements systémiques, c'est éminemment compliqué à produire, bien sûr. Donc, il n'y a pas encore un caractère proprement systémique de l'apprentissage, de la durabilité. Hein. Sustainability en anglais, la durabilité environnementale, ce n'est pas encore une caractéristique systémique qui a vraiment percolé dans toutes les strates de l'éducation, loin de là. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire. Et ça va prendre beaucoup de temps, évidemment. Et puis, je disais à l'instant, voilà, de nombreux jeunes, là ici, j'ai copié-collé des textes issus de communiqués de presse de la Commission, hein, de nombreux jeunes ou des documents officiels estiment que l'école n'est pas encore à la hauteur des enjeux, en fait. Hein. Donc, il y a une vraie demande qui vient du terrain et des élèves. Alors, l'éducation verte, il faut bien sûr comprendre que dans le cadre européen, l'éducation, du fait du principe de subsidiarité, l'éducation, ce n'est pas une compétence directe de l'Union européenne. Autrement dit, chaque État membre de l'Europe, les 27 États membres, ont chacun leur pleine autonomie dans ce qui est dans l'éducation qui est toujours nationale ou fédérale, dans les curriculums, etc. Donc, c'est le principe de subsidiarité. La Commission européenne, l'Europe ne peut pas réguler les matières d'éducation. Par contre, elle peut, et largement elle le fait, hein, elle le fait depuis longtemps, elle peut coordonner les initiatives des États membres européennes, les initiatives nationales, fédérales, elle peut les coordonner, les articuler, et elle peut surtout, ce qu'elle fait, c'est mettre en place du dialogue entre les États membres, entre les experts, entre les ministères, entre les acteurs de l'éducation, pour l'échange de bonnes pratiques, l'harmonisation des pratiques, pour la circulation aussi de nos élèves et de nos étudiants, et la mise à niveau au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est un travail essentiellement de coordination. Alors, cette coordination, elle le fait, en ce qui concerne l'éducation verte, elle le fait de différentes manières. Il y a eu plusieurs initiatives importantes. Il y a d'abord des recommandations, plutôt une recommandation. Alors, les recommandations, ce sont des textes qui sont préparés par la Commission européenne et qui sont présentés, qui sont proposés au Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, il regroupe dans cette situation-là les ministres, ici les ministres de l'éducation. Donc il y a plein de travail en amont, bien sûr, et ces recommandations sont approuvées, enfin sont proposées pour approbation, elles sont généralement approuvées, celle-ci a été approuvée. Et donc il y a eu en juin 2022, ou en mai 2022, je ne sais plus, enfin il y a eu cette année, au milieu de cette année 2022, il y a eu l'approbation de la recommandation pour l'éducation à la durabilité, qui était donc proposée par la Commission européenne et reconnue, votée par le Conseil de l'Union européenne. Et ça invite très fortement les États membres, chaque État membre a signé cette recommandation, ça invite très fortement les États membres à développer, à faire de l'éducation verte une priorité éducative. Donc ça, c'est un texte important. Ce n'est pas un texte qui est très joyeux à lire, enfin, c'est du texte, c'est assez administratif, mais c'est un texte très important parce qu'il engage fortement les États membres. Pour tous les cycles universitaires, pour tous les cycles d'éducation, hein, que ce soit le primaire, le secondaire, le supérieur, je cherchais comment on dit vocational, le professionnel aussi. Voilà. Donc la recommandation très importante qui amènera à un suivi, bien sûr, et à une mesure des résultats. Et cette recommandation s'accompagne d'un document qui est le clou du spectacle aujourd'hui, c'est le Green Camp. Et ça, c'est un cadre de référence qui est tout à fait associé à la recommandation que je vais présenter dans quelques instants. Mais il y a aussi une plateforme d'une communauté de pratique qui a été mise en place par la Commission européenne qui s'appelle la Coalition pour l'éducation au climat. Pardon, j'ai mis le terme ici en anglais, mais sur le site web, ça sera en anglais pour le titre. Education for Climate Coalition. Donc, c'est une communauté de pratique à l'échelle européenne, bien sûr ouverte en fait au monde entier, hein, mais qui est d'abord conçue pour les praticiens européens. Je vous en parlerai aussi en fin de ma présentation. Et puis, l'éducation verte va marquer tous les budgets des programmes de financement, hein, tous les financements des programmes éducatifs européens, les programmes Erasmus+, tout ce qui est e-twinning aussi, Horizon Europe, enfin voilà, c'est un programme très important. La dimension éducation verte est désormais très présente dans ces immenses programmes de financement européen. Donc voilà un peu la coordination que l'Union européenne fait sur cette question-là. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail. D'abord, j'ai dit cadre de référence. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'Union européenne nous propose des cadres de référence. En 2006 et en 2018, on avait déjà 2 recommandations. Celle de 2018 est une mise à jour de celle de 2006 sur les compétences clés. Vous connaissez peut-être les 8 compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie. Dans d'autres systèmes éducatifs, on va avoir les soft skills ou les
transversal skills, voilà, mais c'est la traduction européenne de ce concept-là. Donc, les 8 compétences pour l'apprentissage tout au long de la vie, la compétence numérique, la compétence citoyenne, linguistique, multilinguistique, scientifique, apprendre socio, personnel, j'en oublie une dans le passage. Et donc, elles sont la compétence entrepreneuriale, voilà, les 8 compétences clés. Donc ça, c'était des recommandations aussi du Conseil de l'Union européenne qui ont donné lieu à des cadres. Donc, on a eu récemment une mise en concrète, une publication concrète de cadres. Donc, il y a eu, le premier, c'est le cadre de la compétence numérique, DigiCamp. Vous connaissez peut-être ce cadre qui est assez important, et les États membres, la France notamment, l'a adapté nationalement. Si vous utilisez Pix par exemple, l'outil Pix est basé sur DigiCamp, mais ça se passe ailleurs dans d'autres États membres. Donc il y a eu DigiCamp, le premier cadre, et ça c'est la version 2022 qui a été renouvelée, qui est très intéressante. Ils ont remis le focus sur les questions de désinformation, des fake news, les questions aussi des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Bon, ça, c'est DigiCamp. Il y a eu aussi un cadre pour la compétence entrepreneuriale, Entrecomp, en 2016, et puis en 2020, un cadre pour la compétence LiveCamp, la compétence personnelle, sociale et apprendre à apprendre. Alors, la Commission européenne n'a pas couvert les 8 compétences. Il n'y a que 3 compétences pour lesquelles il y a des cadres complets qui sont publiés, avec aussi des documents qui sont des mises en action. Il va y avoir DigiCamp ou Entrecomp into Action, LiveCamp into Action qui donnent des exercices très concrets. Bon, et puis alors le dernier cadre sorti dont je parle aujourd'hui, c'est GreenCamp. Alors c'est pas encore la 9e compétence, ça se veut être une compétence encore plus transversale, disons, mais voilà, on a un nouveau cadre de compétences qui a été publié en juin et traduit dans la foulée. Il est disponible maintenant dans les 22 langues de l'Union européenne. GreenCamp. Je n'ai pas mis le lien ici, mais enfin, si vous tapez dans votre moteur de recherche préféré GreenCamp, vous tombez dessus dans les tout premiers résultats. Voici. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cadres de compétences que propose la Commission européenne, une métaphore intéressante pour saisir cette affaire-là, c'est la métaphore du ciel étoilé. Alors, les compétences, ça serait comme des étoiles dans le ciel. Et vous savez que les étoiles dans le ciel sont extrêmement nombreuses et sont en profusion. Et donc, mais ont été utilisées par les humains dans notre histoire pour nous orienter. Et pour cela, on a rassemblé, selon les différentes cultures, on proposait différentes manières de rassembler les étoiles sous forme de constellations, qui sont des outils d'orientation. Eh bien, les cadres de compétences, c'est cela, c'est comme des constellations. C'est des manières de regrouper les étoiles pour nous orienter. Mais sachant qu'il y a plusieurs manières de faire ces regroupements possibles, et sachant qu'une même étoile, une même compétence peut se retrouver dans différents cadres de compétences, dans différentes constellations. Par exemple, la compétence de la pensée critique se retrouve bien sûr dans DigiCamp, se retrouve aussi dans toutes les autres compétences. Voilà. Donc, cette métaphore de la constellation pour l'orientation, c'est comme ça qu'il faut les voir. C'est des propositions d'orientation, ce n'est pas des textes figés, c'est des textes dynamiques qui vous invitent à vous les approprier et à faire les reconfigurations que vous voudriez. Et ça sera le cas pour GreenCamp tout similairement. Ce sont des consensus dans la manière… Ces cadres sont faits par la Commission européenne avec des consultations très larges, des études très larges de ce qui existe dans le monde sur ces questions-là et avec des groupes de travail et des panels très larges d'experts. Et donc, ces cadres-là sont à chaque fois des résultats d'un consensus, au moins à l'échelle européenne, pour ce qui est des experts qui ont travaillé sur la question. Voilà, là, j'ai une citation de Margarita Bacigalupo, qui est une des expertes du centre de recherche de la Commission européenne, le JRC, Joint Research Center, le centre commun de recherche, et qui nous dit, voilà, les compétences sont comme des étoiles dans le ciel, les cadres de compétences sont comme des constellations qui nous aident à nous orienter nous-mêmes dans l'univers des compétences. Une bonne citation de du docteur Bacigalupo. Voici. Alors, donc, je disais, 2006-2018, on avait la recommandation sur les compétences clés. Et voici qu'on a une nouvelle recommandation. Ça, c'est une capture d'écran du communiqué de presse de cette année. Vous voyez, c'était le 16 juin 2022. Le Conseil de l'Union européenne adopte une recommandation visant à encourager l'apprentissage au service de la transition écologique et du développement durable. Ça, c'est le communiqué de presse, avec cette idée très forte que c'est une feuille de route pour un changement systémique. J'aurais peut-être dû mettre systémique encore plus en évidence, systémique dans l'éducation, la hauteur de l'enjeu, avec ces petites citations que j'extrais. L'éducation et la formation ont un rôle clé à jouer pour faire évoluer les sociétés et les économies européennes, en fait mondiales bien sûr, vers un avenir plus vert, durable et juste.
Voilà. Donc, c'est tout nouveau, 2022, juin. Et voici donc la nouvelle recommandation, la troisième recommandation sur les compétences, compétences de durabilité, et le cadre de compétences afférent qui a été publié dans la foulée. Et maintenant, je vous disais, traduit dans 22 langues. Et qui est en licence Creative Commons ouverte. Et donc, vous pouvez vous le réapproprier comme vous voulez, pourvu que vous citiez la source. Vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. La licence est la plus libérale possible qui a été prise. Voilà. Alors, la table des matières de ce cadre de référence est assez dense, mais c'est très bien organisé. Vous avez bien sûr une introduction qui présente les objectifs, la méthode et comment c'est structuré, la méthode de travail. Ensuite vient une définition de la durabilité, importante bien sûr, parce que ça définit la compétence en tant que telle. Puis, il y a une petite partie qui vous explique quelques métaphores visuelles. Je n'insiste pas trop dans mon propos aussi, mais vous voyez ici, il y a une petite abeille, une petite fleur, des ruches. Et donc, ça symbolise, ils ont cherché des métaphores visuelles pour les 4 grands domaines de compétences. Donc, ça, c'est la visualisation, pardon. Puis ensuite, alors là, c'est le corps, c'est le cœur du cadre, viennent la description de chacun des grands domaines et des sous-compétences. On va compter en tout 12 sous-compétences. Un petit topo sur comment s'emparer de ce cadre, qu'en faire dans ces 2 pages seulement, un petit glossaire qui est toujours utile, des références très riches et très actualisées, une annexe, 2 annexes très intéressantes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, une petite annexe qui présente 2 cas d'utilisation, c'est-à-dire avec 2 portraits de profs, c'est Fatima et Alex, une prof du primaire, un prof du secondaire, et c'est un peu comme des personas ou des personnages, et on décrit le cadre comme ça, sur 4 pages, on décrit leur expérience en y intégrant tous les éléments du Rincon. Donc c'est très illustratif. On peut même commencer par lire ça, en fait, ça donne vraiment de la matière. Et puis, la dernière annexe qui est aussi extrêmement pertinente, je trouve, vous allez retrouver, je vous montrerai tout à l'heure, des énoncés de connaissances, d'aptitudes et attitudes. La compétence, une compétence, par définition, est composée de connaissances, des savoirs, des aptitudes, donc des savoir-faire, et des attitudes, des savoir-être, si on peut dire ça comme ça. Et donc, pour chacune de ces dimensions, chacune des 12 sous-compétences a ces 3 dimensions. Et cette annexe 2 va vous présenter des affirmations, des énoncés qui vont être très utiles pour la mise en place d'activités pédagogiques, d'auto-évaluation, etc. On y jettera un coup d'œil tout à l'heure. Voici pour la structure de ce document. Alors, je vous disais, le cadre commence par définir la durabilité. Et la durabilité est définie d'une façon assez simple, mais très engagée, ou engageante en tout cas, très ferme, je veux dire, cette définition est construite sur la notion de limite planétaire. Les limites planétaires, c'est 9 processus qui régulent la stabilité et la résilience de notre système terrestre. Et ces limites sont fondées sur des données scientifiques et qui marquent l'empan, l'intervalle, les écarts dans lesquels l'humanité peut rester viable, en sécurité en tout cas, se développer, prospérer aussi pour les générations à venir. Ils n'ont pas nous éviter. J'ai vu cette expression très belle cette semaine dans un texte, mais qui n'est pas nouvelle, mais éviter de coloniser les générations futures par le carbone qu'on dépose aujourd'hui. Voilà, donc cette notion de ça, c'est une capture d'écran qui est prise de Lincoln, donc ça représente les 9 lignes planétaires qui sont, et en fait je crois que même on peut avoir des vues encore plus, des représentations peut-être encore plus graves que celle-là, avec plus de rouge, mais en tout cas voilà, les limites planétaires. Et donc à partir de cette notion de limite planétaire est définie la notion de durabilité. Assez simple, je vous la présente à l'écran ici. La durabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est faire des besoins de toutes les formes de vie, donc pas que humaines, et de la planète, une priorité, en veillant à ce que l'activité humaine ne dépasse pas les limites planétaires. Donc, c'est un engagement de valorisation des formes de vie dans leur totalité, de primauté, de primat des formes de vie, comme condition du maintien de l'activité humaine dans des limites raisonnables au niveau planétaire. Voilà. Donc la durabilité, c'est œuvrer dans les limites. C'est vraiment ça l'idée. Pour le respect du vivant et de l'humain en général. Voilà. Les limites planétaires. Et puis donc,
du fait de la durabilité, eh bien, alors voici la compétence en durabilité. Vous voyez, c'est très intéressant parce que tout ça, je vous dis, c'est des consensus et c'est des propositions. Hein, mais c'est vraiment très, très, très pertinent que la Commission européenne, que l'Europe nous propose un cadre, parce que ça propose un discours commun, ça propose une référence commune, un langage commun, une compréhension commune. On peut la défier, hein, évidemment, on peut la travailler, on peut la modifier, et on sera bienvenu de le faire, mais au moins, nous, éducateurs, nous, praticiens, nous avons, grâce à ce cadre de référence, nous avions déjà les documents de l'UNESCO et d'autres documents, mais je pense que c'est la première fois, c'est la première fois qu'est proposée une telle ambition de vraiment donner une vue synthétique, synoptique de quoi on parle quand on dit d'éduquer pour la durabilité ou d'éduquer au climat. Et donc la compétence en durabilité, une compétence en matière de durabilité permet aux apprenants d'incarner, vous allez voir, c'est très important, et dans la définition que je vais vous lire là, vous avez les 4 dimensions. Hein. D'incarner, première dimension, d'incarner les valeurs de la durabilité, de s'ouvrir à des systèmes complexes afin d'agir ou de réclamer, agir individuellement ou en petit collectif, ou de réclamer politiquement une action pour rétablir et maintenir la santé des écosystèmes et pour favoriser la justice et générer ainsi des visions pour un avenir durable. Donc, vous voyez, il y a les 4 dimensions qu'on va retrouver dans un instant. Le fait d'incarner des valeurs, le fait d'avoir la conscience ou l'aptitude à saisir la complexité des choses, la capacité, l'agentivité, la mise en capacité d'action individuelle, collective, politique, et le fait de pouvoir s'appuyer, de ne pas être dans l'éco-anxiété, mais au contraire de pouvoir développer des visions d'avenir durables. Voilà. Alors voici donc, je vous disais à l'instant, les 4 domaines. Donc le cadre se présente comme suit. Vous avez donc le fait d'incarner les valeurs de la durabilité, le fait de vous ouvrir à la complexité. Ah, il y a un micro qui s'est ouvert là. En raison des conditions climatiques. Voilà, c'est la météo. Je crois que c'est la météo qui est annoncée. Alors, incarner les valeurs de la durabilité, s'ouvrir à la complexité, être capable d'envisager des futurs et d'être capable d'agir. Voilà. Donc, les valeurs, la compréhension de la complexité, la vision, l'imagination et l'action. Et pour chacune de ces 4 dimensions, alors je n'ai pas le lien tout de suite, là, mais je vous le donnerai peut-être à la fin où ça se retrouvera facilement. J'en ai fait un Geniali, ça, pour ceux qui connaissent Geniali. Enfin, j'ai fait une version interactive et puis j'ai fait aussi un PowerPoint, si vous voulez, une slide, un diapo pour le retrouver, pour l'utiliser. Hein. Voilà. Donc, incarner des valeurs, vous aurez le fait d'accorder de la valeur, de la durabilité, d'encourager l'équité. Hein, c'est une question sociale, évidemment, et de justice. Et promouvoir la nature. Ça, c'est les 3 sous-compétences de ce domaine-là. Pour la complexité, vous avez la compétence de la pensée systémique, chère à Edgar Morin, de la pensée critique, évidemment, de pouvoir comprendre ce qu'on vous dit, analyser les discours qui sont tenus par les différents acteurs sur le climat, et aussi les climato-sceptiques. Et le fait de cadrer des problèmes comme des problèmes intégrant la durabilité, ça c'est aussi un décadrage qui sont toujours très systémiques. Alors, le 3e domaine, je trouve magnifique, c'est une littératie des futurs. Hein, c'est dit ici, c'est la première sous-compétence. C'est très beau, ça, je trouve. Une littératie des futurs. Et je crois que ça, c'est la compétence qui est être la plus en prise avec l'éco-anxiété ou la plus antidote de l'éco-anxiété. Hein. On est certainement éco-anxieux quand on n'est pas capable d'avoir cette compétence de littératie des futurs. Hein. Et de même, quand on n'est pas capable d'avoir quand on n'a pas cette capacité d'adaptabilité, et cette capacité de pensée exploratoire. Je lis ici les 3 sous-compétences. Donc là, il y a quelque chose de très beau à travailler avec nos élèves dès la maternelle, évidemment, dès les plus jeunes âges. Et puis, pareillement, mais il n'y a pas de primauté de ces compétences. Elles sont toutes entrelacées les unes aux autres, bien sûr. Et quand vous déployez ce cas de référence, on ne vous demande pas, personne ne vous demande de les déployer toutes à fond. Hein. Par contre, c'est important d'avoir la vision holistique, de dire qu'il ne faut pas elles se répondent, elles sont en écho, en synergie toutes. Et puis alors voilà, la dernière, c'est la capacité d'action, bien sûr. C'est pas seulement les valeurs, pas seulement la compréhension du complexe, pas seulement la vision, mais aussi l'action concrète. Et donc là, il y a une compétence d'agentivité politique. Hein. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas qu'une responsabilité individuelle, savoir qu'il y a des responsabilités politiques, donc agentivité politique, donc être capable de s'adresser politiquement, d'adresser des problèmes politiquement, l'action collective et puis l'action individuelle, l'initiative individuelle. Alors voilà
c'est très cohérent. Je trouve ce qui était proposé ici dans ce consensus, objet à discussion, mais c'est une très bonne base de travail. Voici. Alors ensuite, je vous ai remis ici la définition de la durabilité. Le Green Code va vous présenter pour chacune des... Je ne vais pas aller dans le détail, parce que ça serait laborieux, je le présente juste à vol d'oiseau. Pour chacun de ces 4 domaines, et donc pour chacune de ces 3 compétences dans chacun des 4 domaines, le cadre vous donne un descripteur, une définition. Par exemple, je prends le premier, accorder de la valeur à la durabilité, ça va être, on vous le décrit, on vous l'explique comme étant le fait de réfléchir aux valeurs personnelles, le fait de déterminer et d'expliquer comment les valeurs varient selon les individus et dans le temps, tout en évaluant de façon critique comment elles se concilient avec les valeurs de la durabilité. C'est un cadre normatif, c'est un cadre qui pose des valeurs, c'est un cadre qui clairement a une dimension axiologique, qui pose des valeurs. Et donc qui invite les apprenants à questionner les valeurs à l'aune de la valeur durabilité, à interroger les systèmes de valeurs à l'aune de la valeur durabilité. Voilà, donc ça c'est pour le premier domaine. Je ne vous fais pas lecture de tout, parce que ça serait un peu fastidieux. Pour le second domaine, la complexité, avec les 3 sous-compétences, vous allez avoir à nouveau les définitions. Vous voyez, pour la pensée systémique, c'est comprendre comment il y a l'interaction entre les éléments, parce qu'un système, c'est toujours des interactions entre des éléments. Vous avez pour la capacité d'envisager des futurs, pareillement la même chose. Alors voilà, littératie des futurs, c'est une très très belle compétence, c'est un peu mon chouchou en ce moment. Personnellement, envisager des avenirs durables alternatifs. Vous voyez, là, on est contre l'éco-anxiété. Parce que l'éco-anxiété, c'est l'incapacité de se projeter, c'est une sorte de dépression, l'éco-anxiété, bien sûr. Dans la dépression, on ne se projette pas, on est prostré. Donc, envisager des avenirs durables alternatifs en imaginant et en élaborant des scénarios alternatifs et en déterminant les étapes nécessaires. Il faut savoir une théorie du changement aussi. Les étapes nécessaires pour parvenir à un avenir durable jugé meilleur. Donc, il y a une dimension. Je vois Annie Turbi qui arrive dans la conférence. Bonjour Annie. Et avoir des capacités d'anticiper la mise en œuvre. Voilà. Et puis alors, la dernière domaine, c'est agir pour la durabilité, la gentilité politique, l'action collective et l'initiative individuelle. Voilà. Donc tout ça, vous retrouverez dans une comp, évidemment, très détaillé. Très détaillé parce que, je vous redonne ici la vue synoptique, mais très détaillé parce que pour chacune de ces sous-compétences, outre la petite définition en quelques lignes, en quelques mots que je vous ai montré ici, vous allez trouver la chose suivante. Pour chacune des compétences, vous vous souvenez, les compétences se divisent en connaissances, aptitudes et attitudes, savoir, savoir-faire, savoir-être. Vous allez trouver donc les descripteurs et des explications pour chacun des éléments constitutifs et des exemples. C'est vraiment un cadre de référence qui est très didactique. Donc, je vous ai mis ici une capture d'écran d'un exemple. Si nous sommes dans la deuxième, ici, le deuxième domaine, la complexité, alors la sous-compétence 2, s'ouvrir à la complexité dans la durabilité. Vous voyez, vous retrouvez le descripteur 2.1 qu'on a lu tout à l'heure, descripteur, et puis colonne de droite, je vous ai mis une capture d'écran, vous avez, on vous décrit qu'est-ce qu'on entend par connaissance pour cette compétence-là. Donc pour la pensée systémique, la connaissance, c'est savoir que chaque action humaine a des incidences environnementales, sociales, culturelles et économiques, donc multiples. Pour ce qui est des aptitudes, donc des savoir-être, c'est la capacité, c'est la capacité à pouvoir décrire la durabilité comme un concept holistique, avoir cette capacité à saisir le tout, qui inclut des aspects environnementaux, voilà, les différentes dimensions. Et puis l'attitude, c'est le fait de se préoccuper, de montrer qu'on s'en préoccupe, pas plus que montrer, de s'en préoccuper activement. On se préoccupe de quoi? Des incidences à court et à long terme de ces actions personnelles et autrui sur la planète, donc sur le système. Et puis, il y a un exemple. On vous donne un exemple parmi d'autres qui sont souvent documentés par des références académiques. Ici, vous devinez qu'il y a une petite note. Exemple ici, sur le problème systémique que nous posent les technologies vertes. Je vous lis. Les technologies vertes promettent souvent des retombées positives pour la durabilité, mais peuvent néanmoins avoir des conséquences involontaires lorsqu'elles sont appliquées à l'échelle du système. Par exemple, perte de biodiversité et concurrence accrue pour les terres en raison de la production de biocombustibles, quand on fait des biocombustibles pour des technologies vertes. Sans une compréhension globale des problèmes complexes et des solutions potentielles, ces conséquences pourraient être difficiles à détecter.
Plusieurs objectifs du développement durable sont ici. Voilà. Donc, on vous donne des exemples. Donc, ça, ce travail-là, que je vous ai montré ici à titre d'exemple, est fait pour chacune des 12 compétences dans le cadre. Donc, c'est très didactique. Voici. Et puis, je vous disais, à la fin de ce cadre, vous allez trouver 2 annexes extrêmement intéressantes. La première annexe contient 2 cas qui montrent comment les 12 compétences sont à la fois toutes également d'égale importance dans leur mise en œuvre et sont corrélées, se soutiennent, s'appellent les unes les autres quand on veut s'occuper de penser, de planifier et d'agir pour la durabilité. Alors, on prend comme exemple Fatima et Alex. Et Fatima, elle est enseignante du primaire, Alex est enseignant du secondaire. Fatima, elle est dans une classe rurale, si je me souviens bien. Mais elle veut faire de l'apprentissage en extérieur, mais l'extérieur pour elle est très dégradé parce que le cours d'eau à côté de son école est très dégradé, très pollué, et donc elle va aller s'enquérir auprès des institutions locales et des acteurs locaux des sources de cette pollution, des actions déjà en cours. Elle va mobiliser sa classe et elle va faire tout un travail afférent. Et donc, dans cette description-là, dans la page ennemie qui est consacrée, ou les 2 pages qui sont consacrées dans le document GreenComp, on vous met entre parenthèses à chaque fois précisément quelles sont les compétences qui sont activées dans toutes les étapes du travail de Fatima. Et Alex est un prof, lui, du secondaire qui a des problèmes un peu du même niveau. Et puis, alors la dernière annexe est aussi remarquablement construite, je trouve. Donc, c'est une série de tableaux, là ça prend plusieurs pages, une série de tableaux qui vont couvrir les 12 compétences et qui proposent, vous voyez, alors ma carte d'écran est un peu petite peut-être, mais vous voyez, vous devinez, ici nous sommes dans la compétence, dans le domaine, le 4e domaine, le dernier domaine, agir pour la durabilité. Dans la 3e de ces compétences-là, c'est l'action collective, agir pour le changement en collaboration avec d'autres. Et donc, vous allez avoir, pour ce qui concerne les connaissances, les aptitudes et les attitudes, vous avez à chaque fois 4 ou 5 ou 6 énoncés. Alors, par exemple, si je prends aptitude, je prends le numéro 2, peut créer des processus transparents, inclusifs et axés sur la communauté locale. Ou le 5 peut reconnaître les forces des parties concernées. Et donc ça je pense que ce sont des énoncés qui seront utiles pour nous quand nous développons des scénarios d'apprentissage, éventuellement aussi quand nous développons des évaluations ou des auto-évaluations, parce que ces énoncés peuvent se transformer en énoncés d'auto-évaluation. Je suis capable de reconnaître les forces des parties concernées, et puis cette phrase-là, cet énoncé-là, bien sûr, peut se décliner dans des formules plus accessibles pour les petites classes. Là, je laisse les profs du primaire exercer leur talent et on pourrait avoir, ça serait d'ailleurs intéressant à faire comme travail, que de reformuler ces tableaux sur plusieurs années du cycle scolaire pour avoir une progression dans la montée en compétences. Et donc, ça peut donner, voilà, j'y vois, moi, du matériel pour faciliter l'auto-évaluation, l'évaluation de nos élèves aussi, et pour aussi donner des idées pédagogiques de scénarisation pédagogique diverses. Donc ça, ce sont les derniers tableaux. Et donc avec ça, je vous ai fait la visite guidée un peu au pas de course, mais de ce très beau document, GreenComp, disponible en anglais, en français, je vous ai dit, dans les 22 langues de l'Union européenne aujourd'hui. Ce qui en fait peut-être un objet intéressant pour le réseau MLF, dans le cas de collaboration multilingue. Et sachant, je rappelle qu'il est en Creative Commons by, ça veut dire que vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez, le découper, le retravailler, le remixer, à condition juste que ce que vous en publierez à votre tour fasse référence à l'auteur original, qui est la Commission européenne. Voilà. Alors, dernière petite étape de notre parcours aujourd'hui. Je suis un peu en avance sur le temps, donc en avance, il y aura du temps pour les questions. Et je vois Jérôme qui est tout à fait satisfait de ce rythme très bien tenu. Alors, la Commission européenne a mis en place aussi, depuis un an, une communauté de pratique en ligne. Alors, elle est européenne, mais elle n'est évidemment pas limitée aux Européens, qui s'appelle Education for Climate Coalition, donc la coalition pour l'éducation au climat. Vous avez ici le lien d'accès direct.
.eu, hein, c'est pour le… non, pardon, EC Europa, c'est European Commission, hein, c'est sur la Commission européenne. Il y a là une équipe tout à fait formidable. Le projet est encore à ses débuts. Hein. Donc, quand vous arrivez sur cette plateforme, vous pouvez accéder à beaucoup de choses sans avoir de compte. Maintenant, si vous voulez contribuer, vous devrez créer un compte sur la plateforme de la Commission européenne. Enfin, c'est assez facile à faire. C'est facile à faire. Relativement facile à faire. Et à ce moment-là, vous aurez accès, vous pourrez intervenir, interagir sur la plateforme, contribuer et éventuellement accéder à certaines parties qui sont réservées à des sous-groupes. Alors, cette plateforme comporte, je dirais, plusieurs éléments, plusieurs zones importantes. Il y a, vous voyez sur la page d'accueil, alors la page d'accueil est en anglais. La page d'accueil est en anglais seulement. De fait, les langues, la lingua franca, c'est l'anglais sur cette plateforme-là, mais il y a des zones nationales. Donc, il y a notamment une zone France. Hein, je vous ai mis la capture d'écran ici, voilà, qui est encore à ses débuts. Il y a une zone Belgique où il y aura aussi la francophonie. Et vous retrouverez chacun des 27 États membres, chacun des 27 États membres et de ces langues ont leur zone où ça parle la langue nationale. Et donc, il y a un mélange d'échanges communautaires et il y a, je dirais, l'épine dorsale ou la clé de la plateforme, c'est une entrée par défis ou des challenges ou des défis participatifs. Donc, la plateforme a commencé ce travail-là, met en place régulièrement des défis participatifs liés à l'éducation au climat. Exemple, alors moi j'en ai fait un, je vais collaborer activement à un de ces défis avec une de mes collègues de notre réseau d'école, une des collègues de maternelle, parce que j'ai la chance maintenant dans mon nouveau métier de travailler avec des profs de maternelle, et je n'oublie pas que les enfants de 4-5 ans, c'est le laboratoire recherche et développement, le département recherche et développement de l'humanité. Je vois Annie qui consonne. Et donc, on a fait une petite méthodologie. Notre défi, c'était comment faire une méthode de hackathon pour le climat, de hackathon environnemental dans la maternelle, pour des enfants de 4-5 ans. Et alors donc, la collègue avait proposé une première petite méthode. Et avec les échanges qui ont eu lieu sur la plateforme, il y a eu une petite phase d'idéation. On a échangé nos idées, puis on en a discuté. Et puis on a coproduit une petite maquette, une petite méthode, un petit livret de méthode qui ensuite on a versé dans l'espace, dans la banque, dans la bibliothèque de ressources de cette plateforme-là. Donc cette plateforme-là vise vraiment à co-développer des outils pédagogiques ou des méthodologies pédagogiques à l'échelle, au-delà de l'échelle nationale, hein, pour les acteurs de l'éducation au climat. Vous êtes vraiment les bienvenus à vous y joindre. Et puis, il y a bien sûr des événements qui vont s'y dérouler. Il y avait la semaine dernière, c'était les journées d'éducation au climat. On a eu Véronique Masson-Delmotte qui est venue faire une conférence. Et puis, il y avait eu 3 jours de conférence. Voilà, donc c'est le lieu, voilà, c'est la plateforme de la communauté de pratique. Et je vous invite à vous y rendre et à rejoindre, si vous voulez, le groupe France ou les groupes qui vous intéresseront dans les langues qui vous intéresseront. Voilà. En fait, donc je suis allé assez rapidement, ce qui nous laisse du temps pour des compléments, des questions. Et j'avais mis un petit disclaimer au début de une petite… quand il y a des gens du Québec, j'ai toujours peur de dire des mots anglais, parce que je suis sûr qu'il y a un mot en français. J'ai mis une petite alerte, une petite mise en garde là, au début, pour dire que moi, j'ai l'expertise dans l'enseignement de philosophie, dans l'enseignement numérique, mais je suis encore en phase d'apprentissage hein, en ce qui concerne l'éducation au climat. Voilà. Merci, Jérôme. Ouais, merci beaucoup. Merci aux collègues qui ont mis les liens dont tu as parlé. Là, les collègues, il y a eu une collaboration dans le clavardage pour mettre les liens vers les différents éléments que tu as mentionnés. Pardon, le lien vers le Geniali, est-ce qu'il a été posté? Parce que je vais vous le remettre sinon là dans le… Alors, pas celui-ci, non. Ah, ok, je vais le chercher. Je vais aller chercher. Ouais, Joseph nous a posté le lien directement vers la publication du Green Comp et puis Hector vers le site que tu viens de présenter, Education for Climate de l'Europe. Et on ouvre donc la période de questions. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, eh bien le micro est ouvert, pardon.
vous pouvez soit le noter dans le clavardage, soit du coup lever la main ou prendre la parole. Non, j'ai encore des trucs à dire. Oui. Voilà, je vous poste un peu cavalièrement le tweet dans lequel j'avais mis les liens, mais je vous poste aussi les liens individuels. Je crois que quelqu'un a pris la parole quelque part, je n'ai pas entendre. Mais c'est très approfondi. Non, peut-être on entend. Alors, on a Annie, que tu connais, Oui, oui. Annie Turbide, qui est intervenue aussi hier, qui nous dit « Très intéressant, François, j'ai bien aimé la mise en bouche. Ce besoin est décrié par les élèves, comme si l'école était parfois ou souvent en marge de leurs besoins et leurs aspirations. » Tu peux prendre la parole, Annie, si tu veux. Ben oui, on est en Vas-y, famille. vas-y, ça sera plus sympa que moi je lise ton message. Vas-y, Annie. Ben ouais, ben non, ben en fait, ça disait ce que ça disait, là. J'ai vraiment apprécié le fait qu'au départ, tu places ces documents tellement, ben, assez administratifs, puis au-dessus, de la classe, finalement, que le besoin vienne d'en dessous. C'est tellement pertinent, c'est tellement beau, c'est de la musique à mes oreilles. Merci. Oui, je vous remets pour la discussion de la salle je dois aussi le cadre général. On passe toute l'information super rapide, pardon, c'est pas très professionnel, mais on a le cadre général qui arrive, vous vous souvenez? Voilà, on fait la répétition extrême. Voilà, nous voici là, c'est là que je vais vous montrer ceci. Alors, par exemple, moi, dans mes activités actuelles, là, je réfléchis à, grâce à la précision dans la description que ce cadre nous donne des sous-compétences, j'essaie de m'en emparer pour faire des petits badges de compétences. En fait, tout est là, le matériel est vraiment là. Et grâce aux énoncés, des tableaux à la fin du cadre, dans l'annexe 2, ben, on peut faire des badges même d'auto-évaluation. En tout cas, on peut faire des critères très clairs. Si un élève coche l'un ou l'autre de ces critères, on peut lui attribuer le badge. Bien sûr, après, on peut réfléchir à un écosystème de badges. Mais je pense que là, en plus, les logos sont réutilisables, donc c'est assez chouette, c'est assez sympa pour les badges de jouer avec les couleurs typiques et les logos. Alors, quelqu'un dans le chat nous dit un document fondamental qui nous aidera dans nos réflexions, dans la planification de nos programmes de formation éco-citoyenne. Oui, merci beaucoup. Et il y a, alors pour l'instant, donc là, l'Union européenne est vraiment en avance. Moi, je n'ai pas repéré ailleurs que voilà, un tel document. Maintenant, je rappelais au début de la conférence le principe de subsidiarité. Donc, les États membres sont fortement invités à s'approprier. Donc, il faut espérer que ce soit, il y aura certainement des déclinaisons nationales. J'espère que les États membres resteront le plus proche possible du cadre parce que ça permet quand même de discuter entre pays, pour échanger aussi au niveau des pratiques. Alors, je ne sais pas si, là je parle sans, je ne sais pas si la Commission envisage, enfin je ne sais pas quels sont les projets de la Commission à ce niveau-là, mais pour les 3 autres cadres qu'ils ont publiés, vous vous rappelez DIGCOMP, EntreComp et LiveComp, la Commission européenne a publié des documents très accompagnants avec des méthodes pédagogiques. Donc j'ai bon espoir que la Commission, enfin que les acteurs de ces questions-là, notamment à travers la plateforme, la communauté de pratiques que je vous ai montré, vont aussi proposer, développer, rassembler des méthodes pédagogiques. Mais je vous disais au tout début, des approches pédagogiques, pardon, je vous disais au tout début, moi, là, un intérêt que j'ai très fortement pour ces questions-là, c'est vraiment un intérêt de pédagogue, parce que je trouve que quand on peut pas faire de l'éducation au climat sans faire de la pédagogie active, si tant est que ce ne soit pas un pléonasme, mais de la pédagogie dans laquelle il y a une grande activité et agentivité de la part des élèves, dans laquelle il y a un dépassement des silos disciplinaires, dans lequel il y a de la collaboration, dans lequel il y a peut-être aussi des exercices durables au sens où ce qu'on va produire va pouvoir être réutilisé par d'autres, dans lequel il y a des activités de type expérientiel et riche. Et donc ça, voilà, je trouve que c'est intéressant pour nous, pédagogues, cet enjeu-là. Permet aussi d'activer ou de réactiver les fondamentaux de la pédagogie active par projet, etc. Je vois Annie a une intervention. Oui, ben en fait, je me questionne, puis dans ce que tu dis,
sur le mandat que nous, les pédagogues, aurons. Puis là, je m'inclus parce que tu as dit que c'était international. Fait Oui, oui, bien sûr. que nous, on aura comme mandat, dans le fond, de faire une transposition didactique de ces contenus-là à travers des activités pour que les élèves ils se l'approprient. Des fois, on a le réflexe de se dire, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils sachent. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est comment on pourra, puis est-ce que c'est proposé, évaluer les retombées concrètes, comment les élèves vont passer à travers cette transposition puis nos actions pédagogiques, de la compréhension puis de la connaissance à l'action. Est-ce qu'il y a transposition? Cette unité de mesure-là, je ne sais pas s'il existe, mais il sera tout de même intéressant peut-être à explorer dans un avenir prochain parce que c'est tout récent, mais comment ça percole, tu sais? Oui. Alors, je ne peux pas répondre pleinement à ta question, mais je vais dire, alors, moi, je serais ravi si les acteurs du Québec et d'ailleurs s'emparent. Mais le mandat, pour l'instant, il n'est qu'en Europe, en Union européenne. Ouais. C'est les États européens qui se sont engagés à travers le ministère dans cette direction-là. Donc, là, ils ont un vrai mandat. Mais j'espère qu'on pourra se nourrir de ce que la francophonie va produire, évidemment. Vous avez produit un tellement beau cas de référence sur la compétence numérique et de votre côté, donc voilà, vous savez faire ces choses-là. Mais je dirais ce qui est important, c'est que je parlais tout à l'heure des recommandations déjà de 2016, 2006 et 2018, c'est une vieille affaire, 2006 déjà, c'est pour les 8 compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie, il ne faut jamais oublier que c'est tout au long de la vie, enfin, les apprenants tout au long de leur vie. C'est vraiment l'idée que la Commission européenne, enfin l'Union européenne, essaie de coordonner les systèmes éducatifs européens dans un sens plus par compétence, et plein de pays européens se sont clairement engagés, en France notamment, dans cette perspective-là, et que la pédagogie par compétence, pour répondre un peu à ta question, Annie, est une pédagogie qui observe les résultats d'apprentissage, vraiment. C'est vraiment une pédagogie centrée sur la maîtrise des résultats visibles d'apprentissage. Et donc, ça ne peut jamais suffire d'en rester à la dimension du contenu théorique dans cette approche-là. Non, exact. Mais là, tu m'apprends quelque chose. Nous, au Québec, on est passé au programme par compétences au début des années 2000. Est-ce que c'est le cas aussi au niveau des mandats disciplinaires dans les pays européens en général ou en particulier? Je suis désolé, je connais pas assez bien tous les systèmes européens d'éducation, mais il y a clairement une orientation européenne vers une éducation par compétences, et certains pays sont très avancés dans la voilà. Après, tout à l'heure, je disais, c'est des changements systémiques, et c'est vrai que le changement vers une pédagogie de la compétence, c'est vraiment un changement systémique, et ça prend quand j'en parle, je suis le premier à dire que moi-même, dans mes 20 ans d'enseignement, combien de fois j'ai préparé mes cours en me disant mais qu'est-ce que je vais leur dire? Alors que ce n'était pas la seule ni la plus importante question. La plus importante question, c'était qu'est-ce que je vais leur faire faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Et comment je vais le mesurer? Et ça moi-même, je sens, même bien qu'étant formé par le système national français, j'ai mis du temps avant de… Voilà, donc c'est des changements qui prennent… Et là, on a aussi une seconde couche, un second niveau de changement systémique, un second enjeu, quoi. Donc c'est long, oui, je vois Annie dit c'est long. C'est long, mais c'est très stimulant, et je pense que les élèves nous en sont reconnaissants parce que c'est des pédagogies qui les engagent, qui sont engageantes et qui ont du sens pour eux. Tout à l'heure, là, dans la prochaine, je ne sais pas qui parmi vous pourra assister, mais de toute façon, ça sera enregistré. La prochaine séance, c'est un collègue de mon réseau d'école qui va prendre la parole et qui va présenter un programme extracurriculaire et extrascolaire qu'ils ont développé dans une de nos écoles depuis quelques années, qui est remarquable. Il est remarquable parce qu'il est systémique. Vous allez voir, c'est un programme d'éducation au climat pour les grands élèves du secondaire, donc pour les 2 dernières années du secondaire. Leur approche, c'est un petit peu, alors en anglais, supercharge game changers, donc booster je ne sais pas en anglais là, on va le dire en français, allez, supercharger, ça marche, supercharger les acteurs du changement. Sachant que dans les révolutions, on n'a pas besoin que tout le monde soit révolutionnaire. Enfin, pour que ça bascule, il faut que la majorité ait envie que ça bascule, mais les acteurs peuvent être en petit nombre, et ça peut vraiment faire bouger les choses.
Ça, c'est ce que la science politique peut nous apprendre. Non, mais c'est un programme qui est très intégré et vous allez voir qui est très ambitieux, où ils n'en restent vraiment pas que aux petites. C'est pas du saupoudrage, c'est très loin d'être du saupoudrage environnemental, quoi. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'essaie de développer avec eux un petit écosystème, un petit système de badge numérique pour pouvoir, et avec vraiment, bien sûr, si je veux être cohérent dans ce que je vous dis, on va vraiment essayer de développer un système où les élèves de cette Académie du climat, c'est le nom de ce programme extrascolaire, mais que les élèves soient en mesure de s'auto-évaluer, d'évaluer leurs pairs, d'endosser leurs pairs dans les compétences, et que ce soit pas que du haut vers le bas, quoi. Il y a une question d'Annie, qu'est-ce qu'ils vont faire et pourquoi ils feraient ça? Tu veux expliquer? Non, c'était autre chose, pardon, c'était avant. D'accord. Oui, c'est quand tu parlais de passer d'un programme par objectif à un programme par compétence. Ah oui, Donc, oui, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais aussi pourquoi ils vont le faire. De plus en plus, on assiste à des jeunes qui font des apprentissages concrets, des apprentissages qui sont intégrés, dans le fond, qui comprennent pourquoi ils sont en train d'apprendre ça. Donc, en tout cas, mais on jasait pédagogie, je m'excuse. D'accord. Voilà. Écoutez, on a fait un bon parcours. Moi, mon objectif, c'était vraiment de vous introduire à ce cadre. Je l'ai lu quelques fois moi-même. Je l'ai lu trois fois déjà, un peu plus, mais 4 fois. Mais je vais encore le lire. Je vais le relire avec vous parce qu'il faut s'en imprégner. Et on le relit tous et toutes si on veut le lire avec la très décontracté. On peut le changer, on peut le modifier. C'est une proposition. Je vous invite à ne pas le modifier trop si vous voulez continuer par être compris de vos collègues d'autres pays ou d'autres univers. Mais voilà, c'est vraiment, c'est ouvert c'est une ressource éducative ouverte, vraiment, hein, libre, par définition, ce cadre. Merci beaucoup, François, pour ce partage. Merci, Marilyn, merci à vous, toutes et toutes. Je ne sais pas combien de personnes nous étions. Alors, nous étions 24 au plus fort de la session. Il y en a qui ont dû quitter pour aller se connecter, j'imagine, en avance. D'accord. En tout cas, des remerciements sont dans la barre de chat et ils sont amplement mérités. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'était la première fois que je faisais la conférence au Rincon. Merci. Donc vous étiez mon public test. Si je comprends que je serai sans doute amené à la refaire. Et n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre dans le chat mon adresse professionnelle. Ouais. Il y avait une demande aussi sur le partage de la présentation. Est-ce qu'il serait possible que… Alors là, Marilyn, je voudrais peut-être avec vous, pour ouais, vous mettre facilement à disposition. C'est très facile. Oui, très bien. Donc, ce que je vais faire, on va rester connecté. Et puis, de toute façon, non, je vais t'envoyer mon adresse mail et comme ça sera très simple. Voilà. Comme ça, je repartagerai, moi. Hop, là, je t'envoie ça tout de suite. Un grand merci. Annie, tu dis au revoir, c'est ça? Au revoir. Allez. Merci. À bientôt. Merci. C'était super intéressant. Merci.